Bonjour les amis. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions et m'avoir demandé de faire une vidéo sur l'immobilier. Alors, eh bien, on va la faire. Alors, l'immobilier, c'est un placement long terme. Il faut bien vous mettre ça en tête, sauf rares exceptions, comme les marchands de biens ou ceux qui font de l'immobilier à travers la bourse ou lors d'une succession, une succession familiale où vous êtes peut-être obligé en fait d'aborder le projet immobilier puisque au sein de cette succession il y a du patrimoine immobilier, mais ça peut être aussi une succession qui vous permet d'avoir un opportunity cost qui vous permet de dire tiens ce bien il est vendu à un prix en deçà du marché, j'aurais vraiment intérêt à opter pour cet achat puisqu'il y a de l'argent à faire, mais voilà, je vais le rénover, tac, 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 et puis je vais peut-être le louer 2 ou 3 ans, voire un an, et puis je vais le revendre. Voilà, 1000 projets, 1000 stratégies, mais en tout cas, l'immobilier en général, à 99% du temps, c'est du long terme, voire du très long terme. Alors, comment aborder un projet immobilier de prime abord pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier, ça peut paraître un petit peu compliqué, contraignant, etc. En fait, non. C'est quelque chose d'assez simple. Tout d'abord, il faut faire une étude du projet. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Quel type de bien? Dans quel secteur d'immobilier? On va y revenir. Vous voulez vous investir? Quel est mon apport? Mon apport personnel. Effectivement, si vous commencez dans la vie ou si vous avez peu d'apport personnel, même avec peu d'argent, un projet immobilier, ça peut se faire. Mais on peut pas, évidemment, si vous gagnez 1000 € par mois et que vous avez aucun apport personnel, aucune possibilité d'épargne, vous dire voilà, je vais faire de l'immobilier et puis je vais acheter un bien à 1 million ou un immeuble à 10 millions d'euros. Non, ça, c'est pas possible. Mais il y a des possibilités de faire en sorte de pouvoir faire de l'immobilier avec peu d'argent. Alors, il suffit pas d'avoir un projet et un petit apport personnel, il faut aussi sécuriser son projet, son argent, on va injecter de l'argent dans ce projet, donc faut le sécuriser au maximum. Et ensuite, pour ce faire, il faut se poser la question, et ça c'est la quatrième question qui est très importante à se poser, est-ce que je vais le faire seul ou à plusieurs? Voilà. Seul, donc c'est en nom propre. Vous allez acheter je sais pas, par exemple, un studio, deux, trois parkings, voilà. Et puis vous allez les louer, et puis voilà, vous mettez ça sur votre imposition sur le revenu. Vu qu'il y a du crédit en face, vous ne paierez pas d'impôt pendant 20 ans, et puis 22 ans maintenant. Et puis au bout de 22 ans, bah, vous pourrez soit garder le bien, soit le revendre et puis faire autre chose, ou alors augmenter un peu vos revenus de par ces loyers qui tomberont sans charge de crédit. Alors le cinquième point qui est encore plus important que l'histoire de le faire seul ou à plusieurs, parce que évidemment à plusieurs je l'ai pas dit, mais ça implique que vous allez devoir monter une société, une SCI. En général, c'est une SCI, bien qu'on peut aussi faire de l'immobilier au sein d'autres structures. Mais en général, c'est la SCI qui est choisie. D'ailleurs, il y a plusieurs types de SCI. Vous avez des SCI familiales, des SCI qui sont faits entre copains, ou des SCI donc avec tout simplement des actionnaires, même certaines personnes qu'on ne connaît pas à l'intérieur de la SCI et puis qu'on apprend à connaître au fil du temps. Et donc aussi, vous avez aussi le type d'SCI qui est à capital variable. Vous allez pouvoir grossir, maigrir au fil du temps, au fil des investissements et des investisseurs qui rentrent et qui sortent. Enfin, il y a tout un tas de possibilités de création d'SCI. Et ça encore, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut déterminer lors de la création, parce qu'après, une fois qu'elle sera créée, que vous aurez créé vos statuts, il sera impossible de revenir dessus en vous disant oui mais non, on voudrait faire plutôt de l'immobilier de boutique, mais si vos statuts ne le prévoient pas, par exemple, si vous avez uniquement
prévu de faire une SCI à usage d'habitation, bah, vous ne pourrez pas investir dans d'autres types de produits. Donc, quel type de structure? C'est important, mais le point le plus important que tout encore, et on y vient, c'est le dernier point, c'est quel type d'imposition doivent choisir. Alors c'est un peu inversé dans mon plan euh, on va dire de vidéo. Quel type de structure, voilà, faut la choisir. Ça c'est très important, mais l'imposition c'est encore plus important que tout parce que suivant comment vous allez opérer, vous ne serez pas mangé de la même manière par le fisc. Alors l'autre point, donc puisqu'on en revient à un point déjà évoqué, c'est quel, euh, quel est mon projet? Est-ce que je vais acheter un appartement ou des appartements, un parking ou des parkings, une maison, un lotissement, des maisons donc, ou une boutique, des boutiques, un entrepôt, des entrepôts, pourquoi pas un immeuble, ou pourquoi pas une SCI déjà constituée. Alors mon conseil, c'est déjà, si c'est votre première expérience, de commencer sur quelque chose de petit, ou de quelque chose, par exemple sur une SCI, avec des gens qui ont déjà, pourquoi pas, une certaine expérience en la matière. Et puis de ne pas voir trop gros, hein, et ni trop petit. Alors si vous achetez déjà un appartement, un studio par exemple pour commencer, ça peut être très bien. Alors c'est pareil, il faut peut-être imaginer, regarder dans quelle ville va-t-on acheter. Moi je déconseille d'acheter, par exemple, si vous habitez à Paris, d'aller acheter un truc à Marseille, parce que il y a des fois, il va falloir vous déplacer là-bas pour régler des problèmes, ou chercher les locataires, ou etc. Donc la proximité, ça c'est très important, la proximité. Les Américains disent localization, localization, localization. L'endroit aussi, parce que pensez à la revente. Si vous achetez ça, votre bien là dans un trou perdu, même s'il est pas cher, bah, pour le revendre, bah, il sera toujours pas cher et vous aurez du mal à faire des plus-values sur un bien qui est mal situé. Donc la situation du bien est très importante. C'est pour ça qu'en général les grandes villes comme Paris sont des endroits où on peut investir et encore que même à Paris, il faut regarder la qualité du bien, la qualité de l'immeuble, etc. Tout ça, c'est très important. Et mieux il est situé, proche du métro, etc. Exposition sud, est-ce qu'il y a une petite terrasse, est-ce qu'il y a une grande terrasse, est-ce qu'il y a un balcon? Tout ça, c'est important de le regarder dans la typologie du bien que vous voulez acheter. Niveau parking, si vous achetez des parkings, achetez pas un parking parce que il y a des frais de notaire. Et les frais de notaire, il y a des frais fixes dans les frais de notaire. Et des frais d'enregistrement qui sont fixes. Donc si vous achetez un parking, même si vous le payez pas cher, puisque vous faites une bonne opération, sachez que sur du parking, vous allez avoir des frais fixes qui vont faire que très vite, vous allez monter à 18, 20, 25% du prix du parking que vous allez acheter en frais de notaire. Alors les frais de notaire, en fait, sont très faibles en soi, en tant que frais de notaire, mais c'est les frais additionnels qui s'additionnent au bien que vous allez acheter qui vont faire que quand vous achetez, vous additionnez la TVA, les machins, les frais d'enregistrement, etc., vous allez monter à 20, même 25% sur un parking. Donc, oubliez le parking. Si c'est un parking, ça n'a pas d'intérêt. Les maisons, alors les maisons, c'est peut-être un peu plus compliqué puisqu'il y a du terrain, il y a après la possibilité de louer ce bien. Donc c'est peut-être plus contraignant qu'un appartement parce que vous allez devoir un peu plus gérer votre bien. Ça peut être la toiture, le ravalement, etc. Alors dans un appartement ou un lot de parking, tout ça c'est le syndic qui gère. Vous êtes tranquille, vous allez payer, hein, vous allez raquer, vous allez devoir assister aux assemblées, mais si vous assistez pas, vous pouvez donner votre pouvoir, etc. Mais une fois que les décisions seront prises et si vous êtes minoritaire dans un immeuble, c'est l'ensemble de la copropriété qui va décider si oui ou non on refait la toiture ou si on fait un ravalement, etc. Et par contre, effectivement, vous serez obligé de payer les charges en conséquence. Mais l'intérêt de l'appartement, c'est vraiment que vous avez un minimum de gestion.
Les boutiques, c'est très bien aussi, mais c'est pareil. En temps de crise, quand, par exemple, on l'a vu avec le Covid, ceux qui sont dans des biens commerciaux aujourd'hui, bah, ils sont un petit peu mal parce que, on va dire que le vivier de nombre de locataires possibles à trouver, des gens qui veulent faire du commerce, surtout qu'avec le commerce en ligne, etc. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas en voie de disparition, mais on va dire que les boutiques, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose en termes d'investissement, sauf si vous achetez un bien à un prix défiant toute concurrence. Les boutiques, c'est pas vraiment ce qu'il y a le vent en poupe en ce moment. Voilà, en tout cas, si vous regardez cette vidéo dans le temps, sachez qu'elle a été enregistrée le 20 mars et que à partir de ce moment-là, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, les choses auront évolué. Les entrepôts. Alors les entrepôts, ça a du sens, mais on arrive déjà sur des sommes qui sont plus importantes et je dirais qu'il faut aussi avoir des connaissances en la matière et surtout avoir un carnet d'adresses qui vous permettra de louer cet entrepôt à des sociétés, on va dire, qui sont factuellement en capacité de bien payer votre loyer, parce que si après, effectivement, si vous achetez des entrepôts et que vous louez à Amazon, etc., vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vos entrepôts, vous les louez à une jeune entreprise qui débute et voilà, qui fait faillite, vous allez vous retrouver avec des impayés. Le temps que vous allez virer ces locataires ou qui partiront d'eux-mêmes, il y aura une vacance. Et n'oubliez pas aussi que la vacance, quand le bien n'est pas loué, c'est des loyers qui ne rentrent pas. Et donc tout ça, faut y penser. Alors, autre possibilité, c'est acheter un immeuble ou des immeubles, j'aurais pu le mettre au pluriel, immeuble, bien que quand on achète déjà un immeuble, ça représente pas mal d'argent. Alors il y a des petits immeubles, voilà, qui peuvent faire partie d'un projet intéressant. Souvent, lors de succession, par exemple, vous pouvez tomber sur une bonne opportunité. Ce qu'il y a, c'est que, bon, évidemment, ça demande beaucoup plus de fonds et que c'est pas forcément possible pour un débutant, quelqu'un qui commence dans l'immobilier, de commencer par acheter un immeuble, surtout si vous n'avez aucune expérience en la matière. Parce que gérer un immeuble, c'est aussi gérer pas mal de locataires, c'est peut-être se passer d'un syndic pour des raisons de coût. Et puis, si vous passez d'un syndic, eh ben, évidemment, il va falloir faire le travail du syndic. Et dans ce cas-là, il faut vous poser aussi des questions. Avez-vous les connaissances juridiques et autres pour gérer cet immeuble? Souvent, moi, personnellement, je vous conseille si vous optez pour l'achat d'un immeuble, de passer malgré tout par un syndic et de vous décharger de toute responsabilité, on va dire juridique ou autre. Et par contre, vous pouvez vous occuper des locations et de faire les baux pour chaque locataire. Mais la gestion de l'immeuble en lui-même, c'est aussi un métier. Alors, une autre possibilité, c'est à ma connaissance la dernière, enfin non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, il y en a une que j'ai pas notée, mais c'est acheter une SCI déjà constituée. L'avantage d'une SCI déjà constituée, si vous achetez l'entité entière, c'est que vous n'aurez pas les mêmes droits les droits d'enregistrement seront vraiment beaucoup plus réduits que de passer par le notaire qui va vous enregistrer donc une, une acquisition. Si vous achetez une SCI, vous allez acheter des parts et vous allez uniquement payer les frais d'enregistrement de ces parts et ça sera évidemment beaucoup moins onéreux que d'acheter un bien qui serait en vente. Mais des SCI constitués qui se vendent, il n'y en a pas non plus énormément et donc ça demande énormément plus de recherche, mais c'est une possibilité. Et l'autre solution et là, cette fois-ci, à ma connaissance, c'est la dernière, ça n'a pas été noté, mais c'est tout simplement d'investir en bourse sur des sociétés
immobilière. Alors, il y a effectivement des sociétés en bourse qui sont cotées à Paris, comme Unibail, Renamco, et puis il y en a bien d'autres. Regardez bien si vous investissez sur des sociétés cotées, un petit peu leur patrimoine, qu'est-ce qu'ils font. Par exemple, Unibail Rodamco, ils sont surtout sur l'immobilier de boutiques et dans des centres commerciaux, etc. Donc en ce moment, ça n'a pas le vent en poupe, par exemple. Dernièrement, ils ont supprimé le dividende pour ces 3 prochaines années, etc. Donc, ils vont pas très bien. Mais l'avantage des SCI cotés en bourse, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de la gestion. Voilà, vous achetez des actions et puis vous les gardez en portefeuille. Et puis quand il y a des dividendes qui tombent, vous les touchez, puis point barre. Et ces dividendes, évidemment, seront fiscalisés. Donc vous avez en fait la flat tax, hein, qui vous permettra de payer 30% d'impôt, point barre. Alors, par contre, sur les plus-values, hein, et éventuellement sur les dividendes sur votre revenu. L'autre solution en bourse aussi, hein, on va différencier les possibilités d'investir en bourse dans l'immobilier. Donc là, c'est sur le marché parisien, hein, comme je l'ai dit, sur la bourse européenne, on va dire. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est le marché américain. Alors, le marché américain, c'est intéressant parce que les sociétés américaines aux États-Unis, des sociétés immobilières américaines aux États-Unis sont des sociétés qui, pour la plupart, versent des dividendes mensuels. On les appelle les REIT, hein, les REIT, voilà, on y reviendra aussi. C'est intéressant parce que si vous souhaitez vous constituer un petit complément de revenu, si vous avez assez d'argent, évidemment, vous n'allez pas investir 300 euros dans un rate et puis vous dire, voilà, je vais compléter mes revenus avec ça. Non. C'est des sociétés qui versent quand même 4,5, voire 5% de dividendes. C'est intéressant, le rate, et ça peut, si vous, vous constituez une SCI, vous pouvez, dans vos statuts, prévoir de gérer euh, vos, vos liquidités sur tout type de marché financier, notamment la bourse. Donc si vous faites ça, pensez bien à ce que cette SCI soit à prépondérance immobilière, parce qu'il faut toujours penser à la fiscalité. Donc pensez bien à ça. Si vous êtes à prépondérance immobilière, vous pouvez effectivement avoir 10% ou 20% voire plus, hein, de, de vos liquidités, ou 100% de vos liquidités, mais 20 ou 30% de la valeur de la SCI sur des rates qui ne feraient qu'augmenter vos revenus mensuels une fois que vous aurez fini de payer vos crédits. Alors que si vous investissez en bourse sur des valeurs européennes, le dividende, lui, tombera chaque année. Donc après, c'est un choix à faire. Et avant tout, donc une fois que vous aurez fait tous ces choix, hein, donc comme je le disais, quel type de bien, quel montant, hein, ça c'est important. Donc il faut faire donc, une étude du projet. Là, je vous ai fait un petit exemple d'ailleurs d'un projet que je suis en train de mettre en place moi-même là actuellement. Donc l'histoire, c'est voilà, qu'est-ce que je vais acheter, quels sont mes moyens. Donc faut faire un petit audit de votre argent, là, qu'est-ce qui est disponible actuellement. Donc ça va constituer un apport personnel. Alors cet apport personnel, vous pouvez, si c'est un bien que vous voulez acheter vous en nom propre, là en l'occurrence dans cette étude de projet c'est 180 000 euros d'apport personnel qui est prévu. Mais si vous avez passé 180 000 euros, ou si vous ne souhaitez pas mettre 180 000 euros, vous pouvez monter une SCI et apporter de nouveaux actionnaires, hein, des porteurs de parts qui vont compléter l'apport personnel que vous ne pouvez pas mettre ou que vous ne souhaitez pas mettre. Autre chose importante, c'est qu'effectivement, il faut aussi, l'immobilier, ça
ça n'a vraiment que du sens que si vous vous endettez et que quelque part ce prêt vous permette d'avoir un effet levier sur les gains que vous allez faire dans le futur. Donc, dans l'exemple là que je vous présente, c'est un truc assez simple. Il y a un apport personnel de 180 000 euros et un prêt de 140 000 euros. Ce qui fait en fait un projet global de 320 000 euros. À partir du moment où vous avez cette somme, vous êtes mis en accord avec votre banquier vous dit oui, moi je peux vous prêter 140 000 euros sur 15 ans. Si vous avez un apport personnel de 180 000, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il va falloir vous déterminer une stratégie. Donc effectivement, quand vous achetez un bien, là en l'occurrence c'est un bien de 285 000 euros, comment va être articulé ces 285 000 euros et comment on va pouvoir acheter ce bien. Alors, on est d'accord qu'on a 320 000 euros qui vont être donc déposés sur le compte d'une SCI. Donc la stratégie, ça va être d'acheter un bien de 285 000 euros. Si on achète un bien de 285 000 euros, les frais de notaire ainsi calculés seront de 23 000 euros. Le prêt bancaire de 140 000 et la trésorerie que je conseille, moi, d'au moins 5 à 6% de l'acquisition. Si on peut avoir plus, ce n'est que mieux, 17 000 euros. Donc, à partir de ce moment-là, il faut regarder aussi, surtout ça c'est important, y a-t-il des travaux? Souvent les gens ils achètent un bien et après, grosse difficulté pour financer ces travaux. Bon, là, dans ce cas de figure, il n'y a pas de travaux. Donc cool, on est déjà capable d'aller sur Internet, de regarder le financement de ce bien et de pouvoir équilibrer les rentrées d'argent, donc le loyer. On sait que là, dans ce cas-là, je ne l'ai pas marqué, mais on a un loyer de 1 000 euros qui tombe. En plus, il doit être augmenté parce que son bail, il va avoir plus d'1 an. Donc, on va quand même partir sur 1 000 euros. Il faut que le prêt puisse, les mensualités de remboursement de crédit du prêt puissent être remboursées complètement avec ce loyer. À partir de ce moment-là, une fois que la SCI sera montée, ça va tourner tout seul. Il y aura un prélèvement bancaire qui sera fait auprès du locataire de 1 000 euros. Et puis, dans le crédit, là, je ne vous l'ai pas fait, hein, la simulation de crédit dans ce truc-là, mais on pourrait la faire. D'ailleurs, je vais vous la montrer dans un instant. Mais le système, il est simple, c'est-à-dire que là, sur 15 ans, et alors là, on va peut-être réfléchir à monter sur 20 ans et tout, mais là, dans ce projet-là, on a déjà calculé que sur 15 ans, les mensualités du locataire vont couvrir et les mensualités du crédit, mais les charges, parce que n'oubliez pas, il y a des charges. Hein, si vous achetez un appartement, il y a des charges. À partir de ce moment-là, on a même un petit gain qui nous permettra d'augmenter ces 17 000 euros de trésorerie et qui seront, pourquoi pas, placés sur des rates, comme on l'a dit tout à l'heure, donc sur des actions à fort dividende qui vont nous permettre de monter une stratégie un peu plus lointaine qui nous permettra de racheter, pourquoi pas, d'autres biens et puis de développer toute opportunité qui s'offrira à nous à ce moment-là. Donc là, vous allez sur Internet, vous faites une simulation de prêt, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Mais là, bon, c'est un petit truc sous Excel qui nous permet de dire, voilà, on a besoin d'emprunter en capital 140 000, donc on va mettre 140 000 dans le système. Ensuite, l'assurance, là, on a mis 0,50, mais ça pourrait être... Après, ça dépend aussi de votre âge, de plein de paramètres, hein, l'assurance. Ça peut être 1%, ça peut être même 3%, etc. Donc tout ça, il faut le déterminer assez prudemment. Là, on a mis 0,50%, c'est en général la règle. Et à partir de ce moment-là,
vous avez ici les taux d'intérêt. Là, c'est un logiciel, hein, mais vous pouvez tout simplement le marquer dans la case en question où on vous demandera quel taux vous empruntez sur Internet et la durée. Donc, si vous empruntez à 1%, 140 000 euros avec un taux d'assurance de 0,5% sur 15 ans, on est à 838 euros mensuels. Et 838 euros mensuels au regard d'un loyer de 1000 euros. Et si vous ajoutez, on va dire 40 euros de charge, parce que dans cet appartement-là, il y a 40 euros de charge, vous faites un petit bénéfice mensuel qui pourra être capitalisé. Par exemple, une fois par an, acheter quelques actions en fin d'année, par exemple, avant le bilan, ou tout simplement opter pour passer à 20 ans, hein, plutôt qu'à 15, pour justement arriver à développer un peu plus de perspectives d'investissement et d'opportunités à développer. Tout ça, c'est quelque chose qui donc se calcule et qui doit faire l'objet d'une étude sérieuse de façon à pouvoir développer vos stratégies futures. Effectivement, si vous choisissez quelque chose sur 15 ans qui vous permettra de mettre 100 euros de côté tous les mois, bon, effectivement, au bout d'un an, même si vous avez 17 000 euros de, de liquidité, comme dans le cas que je vous ai présenté, vous allez vous retrouver avec 18 000 euros ou 19 000 euros au maximum au bout d'un an. Et donc, il faudra bien au moins 3 ans, 4 ans, voire 5 ans pour redévelopper une nouvelle stratégie d'acquisition de biens avec effet levier en achetant un bien à crédit. Encore une fois, ça va prendre du temps. Et si vous voulez un petit peu prendre des raccourcis, peut-être que de prendre un crédit sur un peu plus longtemps, ça peut être une bonne stratégie. Tout du moins, je le pense. Alors, surtout que les taux d'intérêt aujourd'hui sont très bas, à 1%, c'est vraiment, quand il y a des opportunités, c'est vraiment le moment de, de taper, hein, d'y aller. Hein. Franchement, les gars, je pense que c'est le moment de faire des choses, mais à crédit. Effectivement, il ne faut pas acheter et payer cash l'immobilier aujourd'hui, acheter des biens au prix où les biens se vendent. Les payer cash, ça n'a pas de sens. Alors ensuite, une fois que vous avez tous ces éléments, donc on en revient à la question de voilà, comment je fais? Est-ce que j'achète ça en propre, tout seul? C'est vrai que tout seul, après vous disputez avec personne, hein, puisque vous ferez votre projet tout seul. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est vrai que tout seul, des fois, on se lance jamais parce que voilà, on se dit ah ouais, mais ouais, j'ai pas, non, puis vous faites rien. Alors que quand il y a une émulation de groupe, ça peut aider à faire des choses. Et puis il y a des gens qui aiment bien faire des choses seuls, et puis d'autres qui aiment bien faire des choses à plusieurs. Donc ça dépend aussi de votre capacité à savoir travailler avec les autres, à être parfois leader, ou tout simplement faire confiance aux autres. Donc ça, c'est dans votre personnalité. Donc là, c'est très important aussi d'investir en fonction de votre personnalité. Alors, si vous optez pour des statuts de SCI, si vous ne faites pas ça en propre, le mieux, hein, c'est effectivement de monter une SCI. Sachez que pour monter une SCI, justement, si vous ne le faites pas en propre, il faut être minimum 2 personnes. Hein, et sinon, vous faites ça en propre. Hein, c'est un petit peu logique. Donc, il faut être minimum de personnes. Après, il y a d'autres opportunités, comme je vous l'ai dit, c'est de faire de l'immobilier à travers la bourse. Parfois, en bourse, vous avez ce qu'on appelle des opportunity costs. Vous allez avoir une baisse du marché pour X raisons, parce que les marchés financiers sont parfois un peu fous, excessifs. Quand ça monte, des fois, ça monte de trop.
Si vous, justement, vous achetez dans cette période-là, si vous n'avez pas de d'expérience sur les marchés financiers, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous risquez d'acheter sur des plus hauts et ça pourrait être dramatique parce que là, dans ce cas-là, faire de l'immobilier en achetant des parts d'immobilier à un prix qui est survalorisé, il faudrait des années pour retrouver votre prix. Et donc, encore une fois, l'immobilier, c'est du long terme, certes, mais encore faut-il chercher des opportunités. Et donc, en bourse, dans ce cas-là, je vous conseillerais de regarder mes vidéos sur l'analyse graphique ou de me suivre régulièrement. Et vous comprendrez peut-être après quelques semaines, quelques mois, comment fonctionne la bourse et ça vous permettra effectivement de pouvoir saisir des opportunités. Alors, vous avez aussi des SPCI. Alors, les SPCI, moi, je vois beaucoup de pubs à la télé en ce moment. Il y a beaucoup d'engouement là-dessus et personnellement, je pense que c'est pas, encore une fois, c'est une question d'opportunity cost. Les SPCI sont trop bien valorisés aujourd'hui, à mon avis. Et ensuite, les frais d'entrée sont trop importants. Deuxième problème sur les SPCI, c'est qu'il y a des frais de gestion qui, à mon avis, sont aussi trop importants. Le troisième et dernier problème des SPCI, je dirais que le problème de la SPCI, c'est que c'est des parts qui sont fixes, contrairement à la bourse où en un clic, vous pouvez vendre vos actions. La SPCI, pour la vendre, il va falloir que la banque vous trouve en face quelqu'un qui va acheter vos parts. Et à quel prix souhaitera-t-il acheter vos parts? Donc ça, vous n'allez pas le maîtriser, vous allez ne rien maîtriser. Si ça se trouve, ce sera même la banque qui se mettra en face et qui, excusez-moi l'expression, hein, mais qui vous, voilà, hein, qui vous enfilera un petit peu. Donc la SPCI pour moi, voilà, ça peut se faire, mais moi, je proscris. Donc, je l'ai dit aussi, il y a la bourse en France. Voilà, bon, en France, le problème, c'est que, enfin, en Europe, en général, c'est que, bon, la gestion n'est pas super top. Ça, ce n'est que mon avis. Hein. Le- la vision, en fait, la vision du business hein, est plutôt pépère et pas optimisé. On va dire, voilà, je vais m'arrêter sur la critique, hein, mais ça a du sens. Ça a du sens. Parfois, il y a des opportunités. Si vraiment la valeur que vous achetez, n'oubliez pas quand vous achetez une action, vous achetez de la valeur. Quel que soit votre investissement, vous achetez une valeur. La valorisation, il faut l'étudier. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'acheter? Moi, je suis plutôt pour la bourse US avec les rates. Vous avez des opportunités aussi bien qu'en France, hein, puisque tout a un coût. Sauf que les Américains sont beaucoup plus, ont l'esprit beaucoup plus business. Ça bouge quand vous achetez des valeurs aux US, ça bouge. C'est intéressant. Et puis surtout, les rates, ce sont des sociétés qui vous versent de gros dividendes, très gros dividendes, et en même temps, vos parts, vos actions peuvent prendre de la valeur. Dernier point, c'est que les dividendes sont versés mensuellement. Alors ça, c'est très sympa d'avoir des, euh, des revenus mensuels en plus de votre bien immobilier. Si vous mettez ça au sein d'une SCI, ça a du sens au niveau de la stratégie, parce que plutôt que de laisser vos liquidités dormir, parce qu'il faut des liquidités, hein, si vous faites de la bourse, on ne sait jamais, il peut y avoir un ravalement, hein, une toiture à changer, un problème dans l'appartement en question qui va nécessiter des travaux, etc. Que sais-je. Maintenant, ces liquidités, il ne faut pas les laisser dormir à 0 ou à 0,5% d'intérêt, alors que vous avez des rates, des actions qui vous proposent 4,5, 5, 6, voire plus d'intérêt annuel. Alors, dernière possibilité en termes de structure, donc là, si vous passez par la bourse, vous n'avez pas besoin de monter une structure, hein. Vous pouvez avoir un compte titre, tout simple, puisque effectivement tout ce qui est
immobilier ne peut pas se mettre malheureusement sur un PEA. Sinon, ça serait aussi sympa de pouvoir mettre ce type d'action sur un PEA, mais c'est pas autorisé. Alors l'autre possibilité, c'est d'acheter de l'immobilier à l'étranger. Donc sous une autre structure à l'étranger, ça a du sens parce que, par exemple, avec la construction européenne, il y a il y a des endroits en Europe en Europe de l'Est, en Roumanie ou dans tout un tas d'endroits qui peuvent vous permettre d'acheter des biens immobiliers quasiment même plus que moitié prix que le marché, par exemple, français. Donc ça peut avoir du sens de se dire, moi, je vais investir voilà, en Hongrie, en Roumanie, ou peu importe le pays, parce que je pense que les prix du mètre carré dans ces pays-là vont rejoindre les prix de la fourchette haute du marché européen, c'est-à-dire Paris, Londres, Madrid, etc. Donc ça, c'est plutôt réservé à des gens qui ont déjà pas mal d'argent, qui sont prêts à prendre des risques, parce que vous allez aller à l'étranger, etc. Ça va être plus compliqué. Parlez peut-être pas anglais, etc. Donc ça demande, bon, plutôt avoir certaines capacités, ou tout simplement d'être d'origine hongroise, roumaine, ou que sais-je. Donc d'être ressortissant français, mais d'avoir de la famille, des connaissances dans ce pays, ce qui va vous ôter en fait euh, pas mal de questionnements, puis surtout de la peur. Les Français ont souvent peur d'investir à l'étranger. C'est d'ailleurs bien dommage parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'étranger. Donc voilà, faut le savoir. Moi, je pense que c'est bien aussi d'investir à l'étranger parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire si on imagine que la France est un panier, assez critiquable aussi, hein. On peut aussi assez critiquer le fait de tout mettre en France, sachant que le panier est dirigé par des hommes politiques, voilà, qui nous dirigent. Et quand on voit comment ils dirigent notamment le Covid et tout un tas d'autres choses, et nos taxes qu'on paye, nos impôts, etc., font qu'on peut se poser des questions sur la qualité de gestion de notre pays. Donc, d'avoir des biens à l'étranger, des actions étrangères, du capital euh, autre que des valeurs françaises, ça a du sens. Et maintenant, le temps passe vite, hein, donc je ne voudrais pas faire une trop longue vidéo. Vraiment, le plus important des points, et ça, c'est parce qu'on est en France, surtout en France, ce qui est très très important, c'est l'imposition. Suivant l'imposition que vous allez choisir, si vous montez une SCI, vous n'allez pas être mangé à la même sauce. Alors, on va regarder l'imposition. On voit que l'imposition, si vous vous mettez sur l'impôt sur les sociétés, ça c'est un choix. Alors, il est possible de se mettre à l'IR, l'impôt sur le revenu, et sous 5 ans, se dire non, on va se mettre sur l'IS. On peut aussi changer son, son imposition, mais une fois que vous aurez choisi au bout de 5 ans de repasser à l'IS, ça sera impossible de retourner en arrière et de repasser sur l'IR. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'IS, sous 38 120 euros actuellement, et encore une fois, hein, ces chiffres sont en date du 20 mars 2021, vous allez être imposé à 15% plus 17,2%, c'est-à-dire à 32,2%. Jusqu'à 500 000 euros, vous allez être imposé de 28% plus 17,2%. Alors 17,2%, c'est en fait c'est les prélèvements sociaux, hein. Donc le problème, c'est que si en plus, si vous dépassez 500 000 euros, vous allez être à 33,33% plus 17,2%, c'est-à-dire plus de 50%.
Vous imaginez bien que cette imposition-là, enfin pour moi, aujourd'hui, moi qui sais ça, je ne vous conseillerais pas d'être imposé à l'IS. Par contre, si vous êtes à l'IR, l'impôt sur le revenu, vous allez être imposé sur 22 ans. Au bout de 22 ans, si vous vendez le bien, vous ne serez imposé qu'à 17,2%. Alors bien sûr, il y a un abattement aussi, un abattement hein, sur les travaux que vous aurez pu faire, etc. Mais vous serez imposé à 17,2%. Donc sachez qu'entre 17% et même le meilleur des cas, 32%, même si on prend la flat tax à 30%, franchement, vous avez, voilà. Après, si vous êtes sur l'IS, vous pouvez aussi profiter d'un abattement de 40% ou la flat tax. Mais bon, de toute façon, mieux être imposé à 17,2%. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit hein, sur comment faire de l'immobilier. Je rajouterai pour terminer que ce qui est important quand vous commencez, si vous faites une SCI, même une SCI, il vous faut toujours une épargne. Si vous avez une épargne qui va se rajouter à ça, vous allez pouvoir encore mieux sécuriser votre investissement, déjà d'une part, mais surtout vous allez pouvoir développer de nouvelles stratégies. Puis ensuite, si vous me suivez un peu régulièrement, faire de plus en plus de bourses, de plus en plus de marchés financiers, mais d'une manière bien calculée, sécurisée, avec du money management. Donc tout ça, c'est important. Je vous encourage d'ailleurs à regarder mes vidéos sur le money management. Mais si vous faites de l'immobilier, c'est quelque chose de beaucoup plus lent. Je pense vous avoir donné tous les tenants et les aboutissements voilà, d'une acquisition immobilière, c'est-à-dire d'acheter par exemple un bien avec une certaine somme en apport personnel, de laisser votre locataire payer le montant du loyer, notamment là, par exemple, dans cette configuration, où je reviens sur cet appartement qui va se vendre 285 000 euros, qui est un appartement qui est dans une autre SCI euh, qui m'appartient aussi. Le but, c'est d'avoir un apport personnel de 180 000 euros. Supposons que vous mettiez, enfin moi je vais vous dire cet appartement que je vais vendre 285 000 euros. Je ne l'ai même pas acheté 100 000 euros il y a 20 ans. Donc imaginez que j'ai fait en fait en gros quasiment x3. Donc si aujourd'hui vous avez un apport personnel et x3 grâce au crédit bancaire, si vous avez un apport personnel de 180 000 euros, vous allez certainement faire x3 dans 20 ans. Donc l'imposition a vraiment du sens à ce sujet. Voilà, donc je vais donc vous souhaiter un bon week-end. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à pouvoir éventuellement monter un projet immobilier si vous le souhaitez, si c'est votre souhait. À très bientôt. Au revoir.